Bienvenue dans Toi qui me ressemble, le podcast des femmes hypersensibles en quête de sens et d'authenticité. Si tu ressens parfois un décalage entre toi et ta vie, ou un appel à te retrouver et écouter ta vraie nature, ce podcast est fait pour toi. Un jeudi sur deux, je te partage des clés concrètes pour t'aimer pleinement et oser passer à l'action, des outils pour apaiser tes émotions et t'aligner avec tes valeurs profondes, des réflexions sur la spiritualité, l'amour de soi et la quête de sens. Mais aussi des témoignages d'invités inspirantes qui t'aident à te révéler. Au programme, te reconnecter à toi-même, faire briller ta nature, accueillir tes zones d'ombre et incarner pleinement qui tu es. Je suis Mylène Muller, coach, accompagnatrice depuis 2017. J'ai eu l'honneur de guider plus de 4000 femmes hypersensibles sur leur chemin d'alignement et de transformation. À travers ce podcast, je t'invite à un voyage intime et puissant pour te reconnecter à la femme unique, passionnante et inspirante que tu es. Et pour t'accompagner encore plus loin, chaque épisode est enrichi d'une fiche de coaching pratique à télécharger pour transformer tes prises de conscience en actions concrètes. Prête à créer la vie qui te ressemble ? Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce nouvel épisode dans lequel je t'invite à plonger au cœur de la vérité d'Anne-Valérie Raucourt. Alors, ça faisait quelques semaines que le nom d'Anne-Valérie était tout en haut de ma liste de personnes inspirantes parce que, la suivant sur LinkedIn notamment, j'aimais beaucoup la finesse et l'énergie un petit peu, ou même beaucoup pétillante de ses posts. Et puis, c'est amusant parce que au fil d'un échange avec ma collaboratrice, son nom revient. Cette fois-ci, c'est elle qui m'en parle. Elle me dit « J'adore Anne-Valérie, ses messages m'inspirent, tu devrais la connaître, tu vas l'adorer toi aussi. » Bref, j'ai su que là, c'était un signe et donc, on a proposé à Anne-Valérie d'être l'invitée de ce nouveau portrait intime. Alors, qui est Anne-Valérie en quelques mots si tu ne la connais pas encore? Elle est business coach, mentor, auteure de 2 livres, conférencière TEDx et elle accompagne les femmes à exprimer leur plein potentiel et à créer le succès qui leur ressemble en alliant l'énergie et la stratégie et je pense qu'on reparlera de cette dualité-là. Et puis en préparant cet épisode, j'ai parcouru son site Joyissime et ma page préférée de tous les sites de mes invités, la page à propos. Et là, j'ai compris. Nos histoires ont beaucoup de points communs et son parcours m'a vraiment semblé faire écho au mien. Je comprends pourquoi ces messages me touchaient tant sur LinkedIn. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode avec une femme hors des normes. Bonjour Anne-Valérie. Bonjour Mylène, merci infiniment. On me voit pas, mais j'ai presque rougi en écoutant cette magnifique présentation. Merci. Je suis très contente qu'elle t'ait touchée, qu'elle t'ait plu. C'est un tout petit morceau de vérité et justement, j'aimerais bien avoir ta version à toi. Donc ma première question, c'est ça. Comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore ? On y va. Alors tu m'as très joliment présentée par le côté professionnel, business et merci, c'est toujours très joli d'entendre quelqu'un qui arrive à te présenter avec justesse et finesse et c'est pas toujours le cas, donc j'ai vraiment apprécié ce moment d'écoute. Et à côté de ça, il y a cette autre face qui est tellement imbriquée et qui sous-tend tellement la femme publique, la femme qui s'expose, la femme qui accompagne les femmes entrepreneurs. Et il y a ce parcours de vie, il y a cette expérience et il y a cet atypisme qui est même un double atypisme et qui est vraiment la source en fait à laquelle je puise ma motivation, le sens de ma mission, l'énergie avec laquelle j'accompagne et j'œuvre en fait. Je sais que toi et moi, on est très... il y a ce côté amour des mots, ce côté artiste. Et ce double atypisme, c'est important maintenant, c'est devenu une part très importante de mon parcours et du sens de ce que je fais.
je l'ai découvert très tardivement. Donc, il s'agit en fait d'un très haut potentiel intellectuel et d'un trouble du spectre autistique que j'ai découvert il y a à peine 2 ans, donc à tout juste 50 ans, ce qui est très tard et ce qui implique plusieurs choses. Donc, j'ai vécu 50 ans en me sentant différente, décalée, déphasée, hors des normes, et c'est devenu vraiment un de mes mantras de prôner la beauté et l'accueil de la différence. Donc j'ai vécu 50 ans en portant cela et en me posant des questions que tellement de femmes que tu accompagnes aussi certainement se posent, qui sont autour de qu'est-ce qui va pas avec moi. Je devrais être contente de ma vie, mais je palpite pas dans cette vie, je ressens du vide et quelle est ma place et pourquoi j'ai à nager à contre-courant et à batailler, à lutter, etc. Toutes ces questions que nous sommes beaucoup à nous poser et que beaucoup de femmes, atypiques ou pas, se posent et que moi, je me posais, j'avais l'impression en mode puissance 1000, puissance 10 000. Et voilà, ça tourne. On ne te voit pas, mais je vois Je faisais le signe de la moulinette dans le cerveau. Et oui, ça pense vite. La moulinette au niveau du cerveau. Bien sûr. Et je crois que ça parlera avec beaucoup de femmes qui nous écoutent. On a un sentiment qui n'est pas une certitude et qui est un ressenti qu'il y a quelque chose d'étrange en nous. Et pour ma part, je cohabite avec ça depuis toute petite. J'ai l'impression d'être arrivée par erreur sur cette terre, que j'aurais dû avoir une existence sur une autre planète, mais pas celle-ci, et qu'on m'avait déposée là par erreur, et que j'avais pas les manuels pour vivre au milieu de ces êtres humains tellement mystérieux. Et qui dit mystérieux dit inquiétant et angoissant et dangereux. Et j'ai activé tous mes modes survie très très petites. Et en même temps, des formes de fulgurance et d'intuition et beaucoup de choses étranges. Et j'ai navigué avec ça parce que quand on a le côté très haut potentiel intellectuel, il y a cette super mécanique qui fait qu'on sait super bien se suradapter. Et ça a été mon parcours de vie de maxi suradaptation. Et on le sait, ça coûte cher. Ça coûte cher en énergie. Ça coûte cher en maladie, ça coûte cher en corps qui crie. Et jusqu'à il y a 2 ans et demi où je me suis dit, je peux plus ne pas savoir en fait. Je veux savoir. On arrive à ce moment de grande fatigue en fait, mais de fatigue de vivre. Qui est très paradoxal. Donc, nous sommes des êtres de paradoxe où il y a cette joie, ce pétillant qui est en moi et qui est une vérité, qui est une part véritable de moi, cette ultra-vivance et en même temps ces moments de down, de déprime, de crise. J'ai atterri plusieurs fois à l'hôpital et je n'arrivais plus à vivre dans cette tension entre ces paradoxes. Donc, je suis partie dans un parcours d'exploration, de tests, psychologue, neuropsychologue, psychiatre, toute la batterie, machin. Et ma grande angoisse, comme beaucoup de femmes, je crois, qui hésitent à rentrer dans ce parcours, c'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on va découvrir? Parce que j'avais dans ma bibliothèque tous les livres sur les ZEB, la douance, les HPI, tout ça. Et je cochais bien plein de cases, mais il y avait plein de cases où je me reconnaissais pas. Et je me disais, mais en fait... Et tout le monde me disait, mais si, Anne-Valérie, toi, t'es HPI, évidemment. Mais quand tu te reconnais pas dans tout, tu te dis, en fait, peut-être qu'on va découvrir que j'ai un gros problème psychiatrique, je suis maniaco-dépressive, il me manque une case, en fait, je suis pas du tout un turbo, mais je suis un bigorneau. Mais voilà, j'étais prête finalement à tout apprendre. Et c'est là que j'ai reçu ce double diagnostic qui est... une révélation en fait, qui invite à repasser toute ta vie par le prisme de cette nouvelle grille de lecture. Et là, je trouve extrêmement soulageant d'avoir ces nouvelles clés de lecture et de compréhension. Et la partie la plus difficile, c'est qu'est-ce que je vais en faire maintenant ? Maintenant, je peux plus faire comme si je savais pas, je peux plus mettre tout comme sous le tapis comme je faisais très très bien avant. Je peux continuer à me suradapter, mais c'est plus ok en fait, parce que maintenant que je sais, je peux plus faire comme si je savais pas. Et qu'est-ce que je vais faire de ça? Et je me suis trouvée vraiment à une croisée des chemins. Donc j'étais déjà entrepreneur depuis
13 ans à l'époque, parce que maintenant ça fait 15 ans. Comme par hasard, j'avais eu un parcours d'entrepreneur qu'on peut qualifier de chaotique. J'ai créé 4 entreprises, j'ai fermé, j'ai rouvert, je suis partie dans tous les sens, j'ai eu des magnifiques succès, des monstrueux échecs, j'ai eu tout ça, intensité plus, ces fameuses montagnes russes. Et là, je me suis dit, ah ouais, tout s'explique en fait. Tout a du sens. Et c'est vraiment une phase de deuil de qu'est-ce qui aurait pu être si seulement j'avais su avant, et si je portais pas notamment le trouble du spectre autistique, tout ce qui serait plus facile pour moi, et l'envie de réécrire l'histoire, mais le pouvoir c'est d'écrire l'histoire à venir en fait. Et là, je me suis dit, soit je cache, je continue à cacher, à camoufler, à rien dire, parce que j'étais tétanisée qu'en l'annonçant, j'allais être jugée, j'allais être ostracisée, toutes les vieilles peurs qui remontaient. Ou je le disais et j'en faisais quelque chose. Et très vite, j'ai décidé que ça devait avoir un sens, que si j'avais ça, ça avait un sens forcément. Et j'ai décidé très vite, en fait, d'en parler, de créer le sommet Entreprendre hors des normes. Et ça a donné lieu à sa première édition 4 mois après. Là, on vient de finir la 2e édition. Je me suis dit, je vais monter sur une scène de TEDx et je vais parler de la neurodivergence, je vais écrire un livre, et ça a donné du coup une année 2024 qui était juste quelques mois après, extraordinaire de création, d'exposition, d'intensité ultime, parce que je me suis pas donné le choix en fait, que de donner du sens à cela. Waouh, merci beaucoup pour cette présentation incroyable. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. Tu vois, déjà, ça m'a vraiment donné beaucoup de frissons, en fait, quand tu en parlais, parce que c'est très amusant, hein, mais comme quoi. Tout à sa place. Ce matin, justement, j'ai enregistré un autre épisode de podcast sur la thématique de l'hypersensibilité. Et il y a plusieurs phrases que tu as dites, que j'ai dites ce matin, et je les ai enregistrées. Donc, on aura la preuve avant même ce sentiment d'être en décalage, de pas être comprise, et puis de devoir vivre avec ça, de suradapter aussi. Tu vois, d'avoir ce cerveau qui fonctionne, qui nous permet de faire comme si, de faire semblant, mais à quel prix? Ces maladies, ce corps qui crie, qui pleure, etc. Et qu'on n'écoute pas, qu'on essaie de taire parce qu'on ne sait pas quoi faire, en fait, de ça, jusqu'au jour où on lâche prise, en fait, sur cette différence. Et on se dit, mais si, en fait, non seulement c'était pas quelque chose à cacher, mais si même je pouvais faire de ça un cadeau dans ma vie, une force dans ma vie, quelque chose qui est moi-même, qui est vulnérable et qui en même temps est très fort et qui va vraiment ouvrir, tu vois, un chemin aux autres. Parce que au-delà de nous, je trouve que ce qui se joue, c'est vraiment ce qu'on transmet. C'est oui, je suis comme ça. Peut-être que pour certains, ce n'est pas normal. Oui, je suis hors des cases, hors des normes. Et en même temps, tout le monde l'est. Finalement, tu vois, parce que même dans cette étiquette HPI, même dans cette étiquette hypersensible, il y a mille et une choses. Et on n'est pas tout ça. On est bien au-delà de toutes ces cases. Et voilà, je trouve que vraiment, c'est très, très beau et très, très fort, en fait. Tu vois, presque au-delà même de nos messages, c'est le modèle d'inspiration que c'est de se dire, voilà, Anne-Valérie, il y a un peu plus de 2 ans, tu découvres ça, tu mets des mots dessus, c'est lourd à porter. Et puis tu décides d'y aller quand même, de ne pas te donner le choix, tu vois, d'aller sur scène, c'est dur de s'exposer. Là, on en parle, on a notre petit succès, donc on fait comme si maintenant c'était gagné, c'était dans la poche. Mais il faut voir les premières étapes, quoi. Quand on commence à s'exposer, on n'a pas que des messages sympathiques autour de nous et on n'a pas que de la validation, on avance avec des critiques. Et voilà, je trouve que c'est d'autant plus admirable et précieux, en fait, cette ouverture qu'on propose aux autres, finalement. Merci vraiment de le poser vraiment dans le cadre de ce modèle d'inspiration qu'on aspire à être. Parce que, et bien sûr qu'avec mon atypisme va aussi l'hypersensibilité et une hypersensibilité dans le cadre de l'autisme Asperger qui est comprimée en fait, tellement elle est intense et difficile à gérer, d'où cette
ces stéréotypes autour de personnes autistes qui sont froides, glaciales, rigides, enfermées dans leur monde intouchable. En fait, c'est un monde intérieur d'un bouillonnement, mais insoupçonnable. Et ça y est, je m'égare, je suis partie dans un petit chemin de traverse et je reviens. Et ce que tu évoques là, ce choix que tu as fait et que nous avons fait de devenir des modèles, des inspirations pour d'autres femmes, ça part vraiment d'une décision à un moment, d'une décision courageuse, parce que comme tu le dis, et je vais parler juste pour moi, m'exposer, me montrer, mais même au début sans même parler de mon histoire, juste j'ai commencé en 2010. Ma première entreprise, c'était en 2010. Bénédiction, à l'époque, il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui le royaume des réseaux sociaux, toutes ces injonctions, etc. Mais pour autant, pour moi, aller dans des réseaux dans la vraie vie, tous ces petits pince-fesses d'échange de cartes de visite, etc., c'était une pure torture. Aujourd'hui, je bénis les réseaux sociaux qui, quand même, je trouve, pour les personnes comme nous mettent dans une forme de protection. On reste derrière un écran. Il y a un confort. On peut être en charentaise chez nous à partager nos petits messages. On ne va pas recevoir physiquement des œufs ou des tomates pourries. À l'époque, j'ai l'air d'être un diplodocus, mais il y a 15 ans, il y avait beaucoup moins les réseaux sociaux. Donc, je me contraignais à aller dans les BNI, les réseaux féminins, où j'étais tremblotante avec mon sac rempli de mes petites cartes de visite en disant oh, mais comment je vais pouvoir les distribuer, et parce que avec mon atypisme va une immense difficulté à entrer en relation, tout simplement à commencer une conversation, à savoir à quel moment placer un mot, comment dire au revoir à la personne. Mais c'est aussi bête que cela. Mais c'est ça la réalité. Alors, j'ai appris. J'ai des bibliothèques, mais qui ressemblent à la Bibliothèque nationale dans ma tête, où en l'espace d'une microseconde, je vais chercher le bon dossier selon la situation et la personne et le moment. C'est ça qu'il faut faire. Mais c'est terriblement inconfortable. Et pour moi, c'est tellement important de pouvoir dire aux femmes, vous voyez, et médicalement, c'est un handicap, c'est qualifié de handicap, ce que je porte. Avec ce type de handicap, il est possible de trouver sa voie. Il est possible de porter sa voix. Et il est possible d'être une lumière pour d'autres personnes, comme tu l'es magnifiquement, Mylène. Quelles que soient nos différences, et tu l'as dit très joliment, on les voit très souvent au début comme des fardeaux, parce qu'on nous donne le sentiment que ce sont des fardeaux. Et moi, pendant très longtemps, je me suis dit, je suis là sur cette vie pour porter un fardeau, en fait. Et puis, à force de développement personnel et d'auto-coaching et de coaching et de thérapie, on s'est dit, ah, il y a peut-être du cadeau quand même. Bon, il est sacrément mal emballé, mais il y a du cadeau quand même. Et là, on va chercher le cadeau. Et un de mes messages aujourd'hui, c'est vraiment faites la différence par votre différence. Et dans ce monde où maintenant ChatGPT peut nous pondre un livre en 15 minutes, où moi je m'intéresse à l'IA parce que je veux être de ces femmes qui sont au courant, mais je me sens honnêtement dépassée, débordée. C'est un tsunami. Et justement, on a tellement une place à prendre avec notre sensibilité, notre patte, notre empreinte, notre touche, notre humanité. C'est clairement ce qui va faire la différence. Très clairement, c'est pas les outils, c'est pas les outils, effectivement. Je veux dire, c'est l'humanité, c'est la différence, c'est la richesse de ce qu'on connaît en nous, de ce qu'on dévoile, de ce qu'on révèle. C'est ça qui va faire, je pense, moi, la beauté de l'accompagnement. Parce que tu sais, moi, je forme des coachs et vraiment, je m'interroge sur l'IA et l'impact qu'il va avoir sur nos accompagnements. Et pour moi, très clairement, c'est rigolo. C'est aussi quelque chose, je crois que j'ai vu sur ton site ou quelque part, cette idée de super pouvoir. Tu sais, trouver ce super pouvoir, ce truc unique qui est à nous, uniquement à nous. Mais d'où il vient? Il vient
de notre différence, de ce qui fait que nous sommes une personne qui, pour moi, est attendue justement pour être qui elle est. Tu vois, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Après être passée d'une vie où j'avais l'impression d'être anormale, le sentiment qu'au contraire, chaque personne est attendue vraiment pour être exactement qui elle est. Notre plus grande mission, tu sais, on cherche souvent notre mission de vie. Pour moi, notre plus grande mission, c'est celle-là, hein. Elle est la même pour toutes et tous. C'est vraiment descendre en nous profondément, voir qui nous sommes et oser être qui nous sommes en lien avec l'autre. Ce fameux autre qui nous fait peur, c'est aussi ce terrain en fait de jeu et d'expérience où on va affiner, tu vois, un petit peu cette image de qui on est. Je suis partie très loin, moi aussi. Je ne sais plus d'où j'étais partie. Mais en tout cas, voilà, je sens à quel point, oui, cette diversité, elle est riche et précieuse. Donc, j'adore cette phrase. Faites la différence par votre différence. Je trouve ça vraiment très, très beau, très, très juste. On est parti très loin. Vas-y, ajoute. Quelque chose que tu as dit qui me touche. Et c'est intéressant parce que je l'exprime différemment et j'adore entendre, tu vois, cette caisse de résonance qui me revient quand tu dis « nous sommes attendus ». Et je trouve ça magnifique. Nous sommes attendus. Et nous avons donc à répondre à une forme d'appel, en fait. Il y a un appel. Et toutes celles qui deviennent coach, entrepreneurs au sens large, à un moment, il y a cet appel. C'est un murmure, ça nous susurre à l'oreille, puis ça devient plus fort et plus fort. Et nous avons cette décision à prendre. Est-ce que je réponds à l'appel ou est-ce que j'étouffe cette voix? Et comme tu le dis, nous sommes attendus dans la réponse à cet appel pour aller exister dans cette exposition. Et exister, moi j'adore l'étymologie des mots, j'ai fait du latin, du grec, toutes mes camarades détestaient ça, moi j'adorais, je comprenais le sens des mots, j'avais l'impression d'être reliée au sens de la vie. Exister en latin c'est existere, sortir de, se montrer. Et oui, ça peut être un combat. Pour moi, ça a été un combat terrible de me montrer. Moi, un de mes rêves, c'était d'être ermite. Ermite. Alors, j'ai toujours eu une vie spirituelle très intense, donc j'ai envisagé un tout petit peu la vie monacale ou religieuse, mais être en communauté dans un couvent, c'est impossible. Moi, tout ce qui est communautaire, c'est rédhibitoire pour moi. Je suis une amoureuse de la solitude, donc j'ai envisagé ermite. Je me disais, mais c'est trop bien, toute seule, dans mon petit ermitage. Mais bon, j'aime aussi le confort, j'aime bien manger. Il y a des choses qui m'auraient manqué, donc j'ai laissé la vie d'ermite. Mais c'est pour dire que mon élan naturel, il est dans ma grotte, il est dans ma caverne. C'est pas un hasard si aujourd'hui j'habite sur une colline isolée, il n'y a pas un être humain 5 kilomètres à la ronde. Il y a des sangliers, c'est pas des êtres humains, c'est des êtres vivants. Mais c'est pas tout à fait un hasard. Et je veux dire que même avec ces tendances naturelles, ces inclinations naturelles, au-delà de ça, il y a là où nous sommes attendus, il y a cet appel. Il y a, pour moi, j'ai une pratique que certains pourraient juger morbide et qui pour moi est vivante, qui est de penser régulièrement à mon lit de mort, en fait, à ce dernier jour. Alors évidemment, je m'imagine plutôt bien, pas du tout malade, pas en souffrance, le dernier jour idéal. Et si je me retourne sur ma vie, je me dis parfois, est-ce que je serais plus fière d'avoir eu ce coup d'audace, d'avoir été dans ce cran de plus d'exposition, d'avoir traversé cette peur, ou d'être restée dans ma grotte et sur mon canapé à manger des cookies? La réponse, elle est claire, en fait. Et je veux vraiment chaque jour m'assurer de me créer le meilleur jour de vie possible. Et c'est chaque jour que nous créons cela. Oui, j'aime bien moi aussi cette idée parce que c'est vrai que quand on vit les émotions de manière très intense, il y a les belles émotions, puis il y a les zones d'ombre, les émotions qui sont pas faciles à traverser. Et j'aime bien cette idée. Alors, tu parles de cette pratique, voilà, visualiser ce lit de mort. Moi, j'aime aussi me dire quel est le plus beau cadeau que je puisse faire pour mon moi futur, finalement. Est-ce que je vais lui faire le plus beau cadeau en
me retirant finalement de cette situation qui me met en difficulté? Ou est-ce que le plus beau cadeau que j'ai à faire à ce moi futur, et si je me dévoue vraiment à ce moi futur, finalement, est-ce que c'est d'affronter aujourd'hui cette peur? Et bien sûr, on voit bien que dans la grande majorité des cas, c'est d'y aller en fait, c'est de traverser cette peur, c'est de la laisser nous traverser, je sais pas, mais en tout cas, c'est de lâcher prise quelque part et puis d'oser y aller. J'avais une question complètement différente, on va dire, à te poser, mais donc on a parlé de ce jour où là tu as pris la décision d'accepter, de regarder vraiment qui tu es et puis ensuite de le dévoiler. Et si on revient au monde de l'enfance, moi j'aime le monde de l'enfance parce que ça pose tellement les briques de qui nous sommes plus tard. Qu'est-ce que tu voulais faire, toi, par exemple, enfant? Déjà, ça, c'est une question que j'aime beaucoup poser. J'imagine que la femme que tu es aujourd'hui et cette activité incroyable que tu as créée vraiment sur mesure pour toi, c'était pas forcément quelque chose que tu avais en tête, enfant. Donc, vers quoi est-ce que toi, tu te tournais? Elle m'a dit absolument pas. Avec les lèvres. Oui, je m'en doute. Et donc, ça m'intéresse. Et puis, sur cette partie de l'enfance aussi, c'est comment tu as vécu justement cette différence enfant. Est-ce que tu as été sécurisée? Est-ce qu'au contraire, c'était quelque chose d'un peu tabou autour de toi? Bien sûr, moi j'ai mon exemple, tu vois, d'un environnement pas du tout tourné vers la vie intérieure, vraiment très terre à terre, très 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 rationnel et qui a été pour moi une grande souffrance du coup, mais que j'avais besoin de traverser. Hein. C'était mon expérience de vie tout simplement. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette période aussi de l'enfance et comment toi tu l'as vécu? Je me suis évidemment, beaucoup questionnée sur pourquoi je suis née avec cette neurodivergence dans cette famille-là. Évidemment, quand on commence à questionner, on peut choisir que c'était horrible ou que c'était la pure perfection. Et j'aime dire j'ai choisi de naître. Je crois que d'une certaine manière, on choisit de naître dans une certaine famille où être différente, c'était un problème. C'était un problème absolu. Donc, je me revois petite, parlant par exemple à ma mère de visions que j'avais ou de croyances que j'avais sur d'où je venais ou d'intuitions que j'avais. Et je revois ma mère me dire c'est dangereux ça, tu sais, il faut pas, tu peux devenir folle. Et derrière, c'est déjà, t'es un peu limite, mais tu pourrais être vraiment folle. Et là, je me dis, tu sais, il y a ces moments comme ça. Donc, il fallait à tout prix être normal. Et quand j'étais en CE2, je m'ennuyais à mourir à l'école et j'étais extrêmement solitaire. J'avais très peu d'amis. Je me forçais à avoir des amis pour rassurer mes parents et leur montrer que j'étais normale. Parce qu'autrement, j'étais pas invitée au goûter d'anniversaire. J'étais, j'étais quasi ostracisée en fait. Et pour moi, en soi, c'était pas vraiment un problème. J'étais tellement dans mon monde. Très petite, je lisais, j'étais avec mes livres dans mon coin, dans le préau, je tournais autour du poteau du préau, dans mon univers. Mais je voyais que ça préoccupait immensément mes parents que je sois anormale. Donc je me forçais à essayer de me faire des amis pour pouvoir être invitée à des goûters d'anniversaire, pour rassurer papa et maman. Voilà, donc il y avait en CE2, je m'ennuyais à mourir, j'ai demandé à sauter une classe parce que j'avais envie de m'occuper autrement. Et mes parents, non, tu vas être à nouveau anormal. Donc voilà, on a toujours voulu me faire rentrer dans ce que j'aime appeler le lit de la norme-alité, couché dans son lit. Et très petite, ça a commencé. Et donc, comme par ailleurs, j'étais excellente en classe, grâce à cette partie d'atypisme qui me permet d'avoir certaine facilité d'apprentissage, de compréhension, d'intégration. Je lisais très tôt, je calculais très tôt. Et donc, j'ai pris le parti de faire plaisir à papa et maman parce que je voyais qu'ils se faisaient beaucoup de soucis pour moi et d'être une excellente élève. Donc, j'ai été l'excellente élève. Je suis allée très, très vite dans mes études. Et donc, quand j'ai su ce que ça pouvait être d'être ermite, réellement, j'ai rêvé d'être ermite. Mais bon, pour les raisons que j'explique tout à l'heure, j'ai écarté ça.
Et c'est intéressant, j'ai eu un autre rêve qui était d'être architecte. Je voulais être architecte pour construire des jolies maisons. C'était mon truc, je vais construire des... J'ai eu toujours aussi cet amour du beau. Et puis avec un sentiment d'insécurité permanent, quand on se sent tellement différent, je crois que pour beaucoup de personnes atypiques, ça génère un sentiment d'insécurité fondamentale. Nous sommes en mode survie en fait. Et être en mode survie, c'est se sentir en danger permanent. Et c'est une insécurité fondamentale. Quand tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Comment peux-tu être en sécurité? Quand tu connais pas les codes sociaux, comment peux-tu être en sécurité? Quand tu te sens rejeté partout, que tu n'as pas de sentiment d'appartenance, comment peux-tu être en sécurité? Donc j'ai grandi avec ce sentiment d'insécurité. Et maintenant, j'analyse cette envie d'être architecte comme si j'allais me créer une sécurité en construisant des belles et bonnes maisons. Tu vois, la maison, c'est quand même symboliquement quelque chose de puissant. Et donc, et très petite, je construisais des maisons miniatures, en fait. Des petites maisons miniatures en papier, en carton, avec des allumettes. Je construisais plein de maisons. J'ai eu une passion pour la construction de maisons. Seulement, mes parents ont trouvé que c'était pas une bonne idée, en fait, que je sois architecte. Donc, ils se sont arrangés, dès que j'étais jeune ado, pour que je rencontre un de leurs copains architectes qui avait dû être briefé, quand j'aurais fait la lecture maintenant, pour me dire que être architecte, c'était très dur, c'était épouvantable, que les clients étaient affreux, qu'on gagnait pas sa vie, que j'allais souffrir. Et on m'a brisé mon truc. Et donc, après toute mon adolescence et jusqu'au bac, en fait, je suis entrée dans une zone d'errance de je sais pas ce que je veux faire. Je sais plus ce que je veux faire. Et j'ai avancé comme ça, je savais pas ce que je veux faire. Sauf que comme j'étais très bonne élève, j'ai fait le bac C de l'époque, prépa HEC, bien sûr, et j'étais à Nantes à l'époque. Donc j'ai fait la petite prépa de la ville. J'avais été prise dans une grande prépa parisienne, mais mes parents ne voulaient pas, voulaient rester à me protéger, me sécuriser, ta. Et donc, dans cette prépa, déjà en première année de prépa, on présentait pas de grande école parisienne parce qu'on avait zéro chance, mais j'ai quand même décidé de présenter le SCP. Coup d'audace, et puis je l'ai eu. Et donc, à 17 ans, en fait, je suis partie à Paris. Et j'ai fait mon école de commerce, ne sachant toujours pas ce que j'allais faire après, en fait. Je suis partie, tu sais, quand tu as cette voie pseudo-royale qu'on te présente devant toi, qui se déroule, qui se passe. Et je suis arrivée à la fin de mes 3 années de l'ESCP. Je veux quand même préciser que mon père était profondément déçu que je ne fasse pas du droit comme lui, parce que c'était quand même la grande déception. Ça aurait été tellement bien que je fasse du droit comme mon père, ou médecine pour soigner ma mère qui est passablement hypochondriaque. Donc, grande déception quand même que j'ai choisi cette voie finalement. Donc, pour pas trop décevoir papa, en parallèle de l'ESCP, j'ai quand même fait une maîtrise de droit. Donc, j'ai mené les deux en parallèle. Et puis, je me suis retrouvée à 21 ans sur le marché du travail, ne sachant pas trop ce que j'allais faire. Je suis partie dans la finance, qui était la voie royale à l'époque. Et ça a duré 16 ans comme ça, en fait. Sans que je me pose plus de questions, jusqu'à ce que, comme beaucoup de femmes, à certains caps, donc pour moi, c'était un peu avant les 40 ans, je sois rattrapée par ces grandes questions. Où est le sens? À quoi je sers? Qu'est-ce que je fous là? J'ai les codes de la vie rêvée, mais je vis pas un rêve. Et là, j'ai décidé de quitter et de switcher sur ma première création d'entreprise. J'adore, moi, tu vois, interroger c'est justement ces moments de bascule. Tu vois, moi, j'ai été 14 ans dans les finances publiques aussi, hein, c'est rigolo. Et moi, alors, on est le fruit d'une continuité et les périodes de crise, on le sait que c'est l'aboutissement d'un chemin et que alors on se renouvelle en partie à chaque instant, mais on est aussi le fruit de toutes ces expériences de vie qu'on accumule, notre façon de les avoir traversées. Mais est-ce que toi, tu arrives à identifier un événement, un fait, quelques éléments qui ont vraiment amené ce moment de déclic et de bascule pour toi, où tu t'es dit, comme tu nous l'as dit, je suis rattrapée par cet appel intérieur et je peux plus vraiment l'ignorer et faire comme si. Est-ce que tu vois ce qui a créé vraiment ce déclic du coup en toi?
c'est intéressant parce que tu parles d'un déclic. Et en fait, quand on regarde nos parcours, souvent il y a comme les miettes du petit pousset et il y a eu plusieurs déclics. Et quand je les relis maintenant, relire dans le sens de relire, relecture, mais aussi relire dans le sens de relier des points, c'est drôle, là, les deux sens vont là. C'est assez magique quand on prend ce temps de relecture et de reliaison. Et pour moi, alors il y a des modalités et il y a une expérience. Les modalités, c'est que personnellement, très souvent, ces grands déclics ont été à des moments de voyage. Les voyages ont une importance très importante dans ma vie, notamment en Asie. J'ai un bout de mon âme, je ne sais pourquoi, qui est en Asie. Et typiquement, quand j'ai décidé j'ai pris la décision en 2008 et je suis partie en 2009. J'étais chez BNP Paribas à l'époque. Ça a été dans le cadre d'un voyage au Népal. Je suis partie toute seule faire un trekking au camp de base de l'Annapurna. Et là, j'ai pris la décision, je pars. Et il y a eu des grands moments de voyage qui ont été des moments initiatiques, comme ça. Et quand je fais cette reliaison entre tous ces points, à chaque fois, il y a eu cet appel, cette réponse, qui était toujours un « Ok, oui, je suis là et je fais un pas de plus sur ce chemin initiatique. » Et j'ai le sentiment maintenant que j'avance de plus en plus sur ce chemin avec de plus en plus de clarté, mais ça nécessite au début d'avancer sans la clarté. Et je crois que la clarté, elle se mérite en avançant sur le chemin et elle arrive. Et parfois, elle disparaît et elle revient. Il y a des cycles de clarté, mais qui est vraiment de répondre pour moi et à cet appel qui se cristallise et qui se clarifie de plus en plus, qui est d'être une inspiration pour les femmes qui désirent vivre en offrant leurs dons, en prenant leur place, en portant leur voix. Alors moi, j'ai choisi comme modalité la voie de l'entrepreneuriat parce que, et je sais que tu l'as choisi aussi, pour moi, c'est une voie extraordinaire d'expression et d'expansion. Donc moi, j'aime accompagner les femmes qui ont cette audace et ce courage de s'engager sur ce chemin, ce voyage de l'héroïne, ce chemin initiatique. Donc, mais à chaque fois, c'est répondre à un appel qui m'a fait faire un pas de plus sur ce chemin et cette clarté de cette forme de mission. Et ce n'est qu'une forme de mission. Et aujourd'hui, j'adore accompagner les femmes entrepreneurs. Peut-être que dans 10 ans, ça sera une autre forme de mission. Et j'aime qu'on accepte aussi que, voilà, il y a cette injonction de la mission, d'avoir sa phrase de mission. Oh que non, c'est tellement pesant, tellement oppressant. La mission, ça doit être inspirant, ça doit être éclatant, ça doit être éclaboussant, quelque chose comme ça. Ok. Donc, dans cette phase de transition, de bascule, donc tu évoques ce voyage. Est-ce que ce voyage au Népal, et c'est vrai que je l'avais lu sur justement ta page à propos parce que tu en parles, est-ce que justement tu aurais, tiens, si on essaie d'identifier ici une clé, parce que je sais que souvent les femmes qu'on accompagne vivent dans ces périodes de transition. Est-ce que tu aurais justement une clé, toi, quelque chose ici à partager pour aider les femmes à mieux vivre justement ces périodes de transition où tu vois, on a encore un pied dans cette vie d'avant avec les conditionnements, les croyances, les cases, et on a cet appel dont on parlait à aller vers autre chose, que ce soit l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai qu'on baigne nous dedans, mais ça pourrait être éventuellement autre chose. Quelle pourrait être ici, toi, en partant de ton expérience, bien sûr, puis aussi de tous les accompagnements que tu fais, une clé pour justement faciliter, mieux vivre cette période-là de transition? Une magnifique question. Une question qui touche en effet ces périodes de transition d'une vie professionnelle à une autre, mais en tant que femme, on vit tellement de phases de transition, en fait, dans nos vies. Et Dieu sait que j'en ai vécu. Pour moi, il y a une clé vraiment essentielle et que je suis encore en train de pratiquer du mieux que je peux. C'est l'acceptation. Et qui dit acceptation
dit acceptation de l'inconfort, acceptation du temps, acceptation que ça va parfois nécessiter de la patience. Et la patience est une vertu tellement sous-estimée. On nous fait miroiter sur les réseaux sociaux tellement de succès du jour au lendemain, de millions qui tombent des arbres et que tout devrait être facile. Moi, j'aime glorifier le travail et l'effort, mais c'est un autre sujet. Mais une période de transition, pour moi, c'est une période de deuil et de chaos. Dans une transition, il y a toujours un deuil de l'ancienne vie et de l'ancienne identité à faire. Et on le sait, un deuil, c'est pas un claquement de doigts. Un deuil, c'est un processus, c'est un cycle, c'est du temps. Et on est dans une ère où on veut toujours comprimer le temps. Tout devrait aller plus vite. Et non, nous restons de la nature des êtres vivants et il y a des choses qui ont besoin de temps. Donc une transition, on a besoin de ce temps de deuil, de l'ancienne identité, de l'ancienne vie, des anciennes habitudes, etc. Et on a besoin aussi de voir la beauté du chaos. Une transition, c'est aussi une période de chaos. C'est chaotique, une transition. C'est une perte de repères, c'est plonger dans l'incertitude. Et des tempéraments comme le mien, avec un atypisme comme le mien, il y a quelque chose que j'exècre, c'est l'incertitude. Il y a quelque chose que j'adore, c'est le contrôle. Et dans une transition, on ne contrôle plus grand-chose. On ne sait pas. Et pour moi, une clé essentielle, c'est vraiment d'apprendre à avoir la beauté du chaos. À voir la magie du mystère. À voir l'infinité des possibilités dans ce magma où parfois on se sent empêtré, bloqué, c'est poisseux, c'est visqueux. Et dans ce poisseux visqueux de la chrysalide, il y a le potentiel du papillon. Mais quand on est dans la chrysalide, alors peut-être que dans une vie antérieure, j'étais chrysalide, papillon, chenille dans sa chrysalide, je ne sais pas. Mais je suis extrêmement visuelle et je peux me projeter dans plein d'univers. J'imagine quelque chose de visqueux, de sombre, d'angoissant. Et pour autant, il y a le potentiel du majestueux papillon. Donc ça demande de nous de vivre cette période visqueuse et poisseuse dans l'attente, pas l'espoir, j'aime pas l'espoir, mais je préfère l'espérance de la vivance du papillon. C'est très beau. Moi, ça a vraiment résonné ce que tu as dit là en moi, comme c'est le mot lâcher prise en fait, là qui est venu, ou l'image, tu vois, du lâcher prise, c'est que justement, j'en parlais encore il y a quelques jours avec une amie à moi qui traverse une période très dure et justement, on échangeait et elle voulait avoir des pistes et des repères pour après. Et finalement, notre échange, notre conclusion, c'était peut-être que finalement, là, ce qui est demandé, c'est pas d'avoir des réponses tout de suite, d'apprécier aussi la beauté des questions, tu vois. Et je pense que si on peut parfois lâcher un peu prise, non, pas parfois, je pense tout le temps, lâcher prise sur toutes ces attentes, justement, tous ces objectifs, tout ce futur, tout ce après, tout ce plus tard, je pense que c'est là qu'on peut vraiment se relier aussi à une forme de vérité, tu vois, qu'on oublie tout le temps dans la moulinette de ce qui va se passer après, de la destination, de là où on veut aller. Et c'est vraiment ça qui m'est venu là pendant ce partage, finalement, aller plus vite dans la transition ou simplement accepter qu'elle soit là, accepter les cycles, comme tu as parlé de la nature, l'hiver, avant le printemps, l'automne, avant l'hiver, et puis pas toujours vouloir être en été non plus, quoi. Et ça nécessite un sublime acte de foi. Un sublime acte de foi. Que, inévitablement, le printemps suivra l'hiver. Que c'est de la nature. Et c'est vraiment cet acte de foi qu'on est appelé à poser à plusieurs stades, que l'on soit entrepreneur, et qu'on est entrepreneur à de multiples reprises, mais dans toutes nos vies de femmes, poser cet acte de foi. Ok, là, c'est super inconfortable. Je suis dans la douleur, ça pique. Et je crois que quelque chose de meilleur m'arrive, que ce chaos sera créateur. Magnifique transition. Tiens, en plus, on parle de transition. Vers la fin, du coup, dernière question. Tu vois,
de notre entretien. Bon, ou presque, hein, pas tout à fait la dernière. Mais... alors, on parle beaucoup de plusieurs choses. Alors, dans mon univers à moi, on parle beaucoup du monde nouveau, tu sais, de l'émergence, du monde de demain. Puis en même temps, une autre partie aussi de ma vie, de mes relations, me parle plutôt de la souffrance, du monde actuel et de la peur et de ce qui émerge aujourd'hui. Pour toi, le monde nouveau, si tant est qu'il y a un monde nouveau, on a parlé aussi de continuité, mais peut-être ce monde idéal ou le monde de demain, moi je crois vraiment qu'on évolue, hein, qu'on avance, que les consciences s'ouvrent. J'ai beaucoup de confiance, peut-être trop, mais je suis vraiment optimiste par rapport à ça. Pour toi, le monde nouveau, le monde de demain, ça ressemblerait ou ça ressemble à quoi? Alors là, je suis un peu tiraillée entre le monde auquel je rêve presque de manière utopiste ou le monde que je crois que nous allons voir émerger. En tout cas, une chose est surtout comme toi, je choisis, et c'est vraiment un choix et un acte de foi, de croire que nous allons vers du meilleur. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a eu toujours des cycles comme ça de chute et des périodes de chute pour aller vers une renaissance. Si on regarde le fil de l'histoire, on a eu cette roue qui a tourné par cycle dans tout le fil de l'histoire des êtres humains. Donc, il y a déjà mon esprit rationnel qui dit « Ok, on est juste dans une phase de chute et en même temps, on voit une émergence de nouvelles possibilités, comme tu dis, de conscience qui s'ouvre, d'actes de bonté, de générosité. La belle part de l'humanité, elle existe aussi. Et je veux croire aussi que nous avons une vision tellement biaisée parce qu'on nous donne à voir. Et c'est quoi les informations qui viennent à nous? C'est celles que l'on nous donne. Et je veux croire, et quand on cherche, on voit des magnifiques initiatives, des magnifiques personnes, des mouvements extraordinaires qui émergent. Seulement, comme apparemment l'horreur, la peur, le danger, ça émoustillerait plus les gens que le beau, le gentil, le généreux, on nous sert les horreurs. Alors moi, personnellement, j'ai totalement arrêté de regarder la télé. Je ne lis aucun journal. Je suis d'une radicalité extrême parce que j'ai besoin de me protéger. Et parce que j'ai aussi une forme de lucidité justement sur ces biais de qu'est-ce qu'on nous donne et qu'est-ce qu'on nous donne pas. Et quand nous sommes des personnes hypersensibles, même si on se protège de tout, on capte déjà bien suffisamment pour pas en plus faire venir dans notre cerveau les informations qu'on veut nous donner. Mais je crois vraiment que ce monde nouveau, et là, tu vois, en même temps qu'on se parle, j'ai le regard porté au-delà. J'ai une fenêtre qui donne sur une nature, on est en pré-printemps, exubérante. Je veux voir un monde nouveau exubérant de beauté et de bonté. Et je crois, et c'est la raison pour laquelle je crois que toi comme moi, Mylène, on œuvre à accompagner des femmes debout, des femmes qui s'élèvent, des femmes qui s'éveillent, des femmes qui ont chacune cette puissance de créer des mouvements. Et c'est ça aussi qui m'anime chaque jour, de me dire, on a chacune un rôle à jouer pour le créer, ce monde nouveau. J'espère le voir. Et si je le vois pas, j'ai la confiance que ça sera... Alors, j'ai pas de fille, je n'ai qu'un fils, que ça sera mon fils qui le verra et qui le vivra. Je le crois vraiment. Et ça m'aide à œuvrer chaque jour, même quand j'ai peur, même quand je suis épuisée, même quand j'ai juste envie de me mettre en boule au fond de mon lit, même quand j'ai des crises autistiques, et ça m'arrive aussi. Je me dis, non, Anne-Valérie, de quoi tu seras fière? De quoi a besoin le monde? Nous sommes les petits colibris, rappelons-le nous. Alors, ce monde nouveau, oh oui, j'y crois. Et je crois que nous avons chacune notre petite goutte d'eau à amener dans ce magnifique océan. Merci beaucoup Anne-Valérie. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Est-ce qu'on peut terminer sur ces jolis mots que tu viens de partager? On peut terminer sur ces jolis mots avec grand plaisir.
Eh ben, merci vraiment pour ces partages. C'était très, très beau, très inspirant et je suis vraiment ravie, qu'on ait eu ce temps d'échange. Je sais que ça va beaucoup, beaucoup résonner aussi avec toutes les femmes qui nous écoutent. Merci pour ce cadeau. Merci infiniment, Mylène. Et puis, merci à toutes de nous avoir écoutés dans cet épisode. Moi, je vous donne rendez-vous, dans 2 semaines tout pile pour un prochain épisode. Belle journée à vous et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a inspiré, touché et donné des clés pour tracer ton propre chemin. Si c'est le cas, voici comment tu peux soutenir toi qui me ressemble et m'aider à faire grandir cette belle communauté. Abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partage-le autour de toi ou sur tes réseaux. Laisse-moi 5 étoiles et un commentaire pour me dire ce que tu as aimé. Ça compte énormément et aide beaucoup d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi.